Poutine explique ici clairement, il dit, Zelensky avait signé un document disant, nous interdisons les négociations. Donc il y a un décret qui est écrit. L'Ukraine n'acceptera pas de négociations avec la Russie. Bon, maintenant vous parlez de négociations. Juridiquement, Poutine vous rappelle, je suis juridiquement instruit. C'est-à-dire, sous nous asseyons pour discuter sur quelconque négociation. Pendant qu'il y a un document quelque part, un décret qui dit il y a interdiction de négociation. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura discuté sera caduc. Donc, je ne peux pas accepter ça. Avant qu'on arrive sur cette conversation, il est important que monsieur Zelensky annule d'abord le document qu'il a écrit dans le passé, disant qu'il n'y aura pas de négociations entre l'Ukraine et la Russie. C'est après avoir annulé cela, évidemment, ça sera la marche de la honte pour Zelensky, chose qui est très difficile pour lui d'accepter à ce moment-ci. Après avoir annulé ces documents, alors là, on peut parler de négociations. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts à discuter. Et j'espère que M. Trump garde la même mentalité dont il avait à la première occasion. Donc, M. Poutine est en train de jouer à un jeu diplomatique de haut niveau. M. Trump fait de la brutalité, de la pression. C'est sa stratégie. Il vous met la pression pour vous intimider. Aujourd'hui, j'ai demandé aux fonctionnaires de rendre compte des programmes de soutien américains qui sont maintenant suspendus. Il s'agit de programmes humanitaires. Oleksiy Kouleba et d'autres fonctionnaires examinent quels programmes précisément nous manquent. La quasi-totalité de ces programmes ne passe pas par le gouvernement ukrainien, mais directement via nos communautés et différentes organisations. Quelques jours auparavant, j'ai eu l'occasion de vous poser une question sur les perspectives de règlement du conflit ukrainien, et vous avez alors dit une chose très importante qui a eu un grand retentissement. Tout le monde en parle maintenant, à savoir que, puisqu'il existe un décret de Zelensky interdisant les négociations avec la Russie, alors, si l'on imagine que de telles négociations ont lieu, qu'elles ont commencé, cela signifie qu'elles seront illégitimes et que leurs résultats pourront à tout moment être déclarés illégaux. Cela a provoqué un grand retentissement. Dès le lendemain, Zelensky s'est justifié, il a déclaré qu'il n'avait pas interdit les négociations à tout le monde, qu'il s'était soi-disant laissé cette possibilité, et qu'il avait pris ce décret dans des conditions où les troupes russes se trouvaient aux portes de Kiev. Il a expliqué cela en affirmant qu'il était nécessaire de lutter contre le séparatisme, de prévenir d'éventuelles négociations secrètes par différents canaux avec la Russie. Il a conclu son discours en affirmant « Je suis le seul autorisé à négocier. Pour tous les autres, les négociations sont interdites. » Que pensez-vous de cette réaction? Les négociations ont en réalité commencé immédiatement après le début de l'opération militaire. Dès que les hostilités ont éclaté, il était évident pour nous qu'une solution diplomatique devait être envisagée. Nous savions que la situation en Ukraine était complexe, mais la première option semblait évidente. Les habitants des républiques populaires de Louhansk et de Donetsk ne voulaient plus faire partie de l'Ukraine. Ce fait était déjà largement reconnu par la communauté internationale, même si certains tentaient de l'ignorer. La solution était simple, laisser ces régions choisir leur avenir et le conflit pourrait cesser. Nous avons dit à la direction ukrainienne de l'époque que, si l'Ukraine acceptait de reconnaître cette réalité, les combats cessaient immédiatement. Nous étions prêts à discuter des modalités de la séparation, mais au fond, nous étions convaincus que cela pourrait être la fin de la guerre. Ce n'était pas une proposition de capitulation, mais une tentative de trouver une issue pacifique, qui semblait dans l'intérêt de toutes les parties concernées. Mais malgré cette proposition claire et honnête, le gouvernement ukrainien a décidé de ne pas accepter cette solution. Au lieu de cela, ils ont choisi de se battre, et ce choix a été accompagné d'une demande immédiate de négociation. Cela a commencé dès la fin février 2022. Des contacts ont été établis, des rencontres ont eu lieu en Biélorussie, puis nous avons déménagé à Istanbul pour continuer les discussions. À Istanbul, nous avons discuté de l'avenir de l'Ukraine, des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, et des modalités d'une paix durable. Que s'est-il passé exactement lors de ces négociations? Vers la fin mars, nous avons reçu un document de Kiev, signé par le chef de la délégation ukrainienne, M. Arahamia.
Ce document contenait des propositions ukrainiennes précises, et je tiens à souligner que ces propositions ont constitué la base juridique du projet d'accord de paix qui a été élaboré à Istanbul. Le 15 avril, ce document était finalisé. À ce moment-là, nous étions prêts à signer cet accord. Cependant, avant cela, plusieurs dirigeants européens m'ont contacté, me disant que l'Ukraine ne pourrait pas signer cet accord de paix. Ces dirigeants, en particulier certains chefs d'État européens, ont exprimé des inquiétudes profondes concernant la viabilité d'un tel accord. L'un d'eux, comme je l'ai déjà mentionné, a même utilisé l'expression « un pistolet sur la tempe » pour décrire la situation dans laquelle l'Ukraine se trouvait à ce moment-là. Face à cette pression, ils ont demandé ce qu'il fallait faire pour avancer. La réponse qui nous a été donnée était de retirer nos troupes de Kiev. À ce stade, nous avions des raisons de douter des intentions réelles de nos interlocuteurs, car, comme cela s'était déjà produit à plusieurs reprises au cours des décennies précédentes, les promesses faites par certains pays s'étaient avérées peu fiables. Nous avons néanmoins décidé de donner une chance à la paix, même si nous savions que cela pourrait être une manœuvre tactique pour gagner du temps. Nous avons donc accepté de retirer nos troupes de Kiev, et ce retrait a été réalisé fin mars 2022, en 2 colonnes, dans 2 directions différentes. Une partie de nos forces est passée par la Biélorussie, tandis que l'autre est retournée directement en Russie. Le retrait s'est achevé le 4 avril, et à ce moment-là, les troupes russes n'étaient plus aux abords de Kiev. C'était une décision stratégique visant à réduire les tensions et à permettre la poursuite des négociations. Le document finalisé à Istanbul a été prêt le 15 avril, et c'est ce jour-là que nous avons annoncé que nous étions prêts à signer cet accord. À ce stade, il ne restait pratiquement plus rien à modifier dans l'accord, sauf un dernier point que la partie ukrainienne souhaitait finaliser lors d'une rencontre entre les 2 présidents. J'ai accepté cette condition, pensant qu'il ne s'agissait que d'une formalité pour parvenir à un règlement rapide. Mais soudain, une information est arrivée de Kiev indiquant qu'ils avaient besoin de consulter leurs alliés avant de prendre une décision. Ils ont alors pris une pause d'1 semaine pour ces consultations. Pendant ce temps, M. Johnson, alors Premier ministre du Royaume-Uni, est venu en Ukraine. C'était un moment clé, car il était évident que les pressions occidentales, notamment celles des États-Unis sous l'administration de Biden, avaient une influence considérable sur la direction que l'Ukraine allait prendre. D'ailleurs, il est important de noter que cette décision de poursuivre la guerre a été clairement affirmée par des responsables ukrainiens de haut rang. Ceux-ci ont publiquement confirmé que, sous la pression de leurs alliés occidentaux, ils avaient choisi de continuer à se battre. Le gouvernement britannique n'a pas non plus caché son rôle dans cette décision, en parlant ouvertement de la nécessité de maintenir la lutte contre la Russie. Après cette consultation, l'Ukraine a décidé de refuser l'accord de paix et de continuer la guerre. J'ai juste arrêté le séparatisme dans notre État. J'ai interdit à quiconque, à n'importe quel homme politique en Ukraine, de mener toute négociation avec la partie russe, avec les partisans du président russe Vladimir Poutine, pendant que la guerre est en cours. Je suis président de l'Ukraine. C'est moi qui mène toutes les négociations. À tous les autres, je l'ai interdit. Nous avons immédiatement reçu un message de Kiev nous informant que, désormais, ils se battraient jusqu'au dernier Ukrainien. Ce n'était pas une simple déclaration, mais une promesse de continuer à lutter, quelles qu'en soient les conséquences. Le gouvernement ukrainien a pris la décision de ne pas signer l'accord de paix que nous avions proposé. Pourtant, il est important de souligner que, dès le 4 avril 2022, les troupes russes n'étaient déjà plus présentes autour de Kiev. L'accord de paix avait été finalisé le 15 avril et le décret interdisant les négociations, signé fin septembre, n'est entré en vigueur que le 4 octobre, soit 6 mois après la finalisation du projet d'accord. Ainsi, affirmer que l'interdiction des négociations a été mise en place alors que les troupes russes étaient encore aux portes de Kiev est non seulement incorrect, mais constitue également une tentative de manipulation de l'opinion publique. Sur des questions aussi graves, induire en erreur son propre peuple et la communauté internationale, au minimum, malhonnête.
Cela démontre une fois de plus avec qui nous avons affaire. Si le président ukrainien, M. Zelensky, déclare qu'il est possible de négocier avec lui, alors cela ne pose aucun problème. Toutefois, il est important de rappeler que, en raison de son illégitimité actuelle, il n'a pas le droit de signer quoi que ce soit au nom de l'Ukraine. Néanmoins, s'il souhaite participer aux négociations, nous désignerons des interlocuteurs qui seront habilités à discuter avec lui. La question de la signature finale des documents est un sujet sérieux, car elle doit garantir la sécurité de l'Ukraine et de la Russie sur le long terme. Tout doit être méticuleusement préparé, et il est essentiel que les accords soient conformes à la constitution ukrainienne. En vertu de cette constitution, même en temps de guerre, le président ukrainien n'a pas le droit de prolonger son mandat au-delà de 5 ans. Ce droit appartient uniquement aux organes représentatifs du pouvoir, à savoir la Rada, le Parlement ukrainien. Cela soulève la question de savoir qui, en fin de compte, sera légitime pour signer ces accords de paix. Nous avons toujours affirmé que nous serions prêts à négocier avec des interlocuteurs légitimes. Toutefois, il est évident que tout accord signé dans des conditions d'illégitimité serait invalide et pourrait entraîner des conséquences graves. Dans cette optique, nous attendons que la partie ukrainienne trouve une solution juridique à cette situation. Si une volonté réelle de négocier existe, alors il sera possible de lever l'interdiction de négocier et de trouver une issue à ce conflit. Pour l'instant, nous n'observons aucune volonté de la part des autorités ukrainiennes de résoudre ce problème de manière diplomatique. Le soutien de leurs alliés occidentaux est essentiel pour leur survie politique et militaire. Sans ce soutien, l'Ukraine ne pourrait pas continuer la guerre. Si l'Occident cesse de fournir de l'argent et des armes, tout pourrait s'effondrer en l'espace d'un mois et demi, voire 2. L'Ukraine, dans sa forme actuelle, a pratiquement perdu toute souveraineté. Si ses alliés occidentaux souhaitent réellement la paix, il existe un chemin simple pour y parvenir. Nous avons déjà envoyé des signaux en ce sens, et si une véritable volonté de paix existe, tout peut être réglé rapidement. Il suffit de lever l'interdiction de négocier et de travailler ensemble pour trouver une solution qui soit acceptable pour toutes les parties concernées. Pour cela, il est essentiel que des moyens juridiques soient trouvés, afin de garantir que les négociations se déroulent dans un cadre légitime. Nous sommes arrivés sur un nouveau site de travail, et il est temps de commencer. Il est impératif de continuer à chercher des solutions diplomatiques, tout en étant prêt à défendre nos intérêts. La paix est possible, mais elle doit être construite sur des bases solides et légitimes. Zelensky cause de graves dommages à la Slovaquie et à toute l'Union européenne en coupant le transit de gaz via l'Ukraine. Il ne comprend pas les mots polis et les demandes. Il ne comprend que la pression, donc il en aura autant qu'il voudra.
Je voudrais vous informer, mesdames et messieurs, j'étais prêt pour la réunion à Davos. Savez-vous ce qu'il a fait? Zelensky m'a envoyé le protocole de la réunion que je devais signer. La réunion n'avait pas encore eu lieu, mais le protocole existait déjà. Il contenait tout ce que nous ferions pour l'Ukraine, y compris le soutien à l'adhésion à l'OTAN. Il n'y avait pas une seule ligne sur le gaz. Zelensky est notre ennemi. C'est lui qui a suscité les problèmes que nous avons. Je ne l'aime pas puisqu'il nuit à la Slovaquie.